Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift, c'est notre neuvième live sur ce roman. Nous entamons aujourd'hui la quatrième partie. Je lirai les chapitres 1 et 2, puis 3 et 4. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans la lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page si jamais vous voulez picorer cette lecture en plusieurs fois, n'est-ce pas? Et merci à ceux qui me rejoignent en live. Merci notamment à ceux qui ont follow depuis la dernière fois. Je pense à Sifaluna01, merci d'avoir follow. Et merci Zikael pour ton 65e mois de sub. C'est une dinguerie en vrai. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Par cette chaleur acceptable mais néanmoins caniculaire. Bref, comme je le disais en pré-show, en fait on a l'impression que maintenant il fait bon parce qu'on a perdu 7 degrés du jour au lendemain. Mais c'est juste qu'on est passé d'une canicule atroce à une canicule caniculaire. Bref, donc c'est quand même dur. Mais bon, ça devrait le faire pour le live d'aujourd'hui, je pense. Live qui ne devrait pas être très long. Et j'ai calculé à la louche, parce que c'est toujours difficile d'être précis là-dessus, mais j'ai calculé à la louche, je pense qu'on en a encore pour 3 lives en comptant celui du jour sur les voyages de Gulliver. Donc a priori, on devrait finir ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines au maximum, selon mes disponibilités. Donc on tend doucement à la fin, comme je vous le disais lors du live précédent, et je vous invite, comme d'habitude, à donner votre avis. Est-ce que pour la suite des lives de lecture, vous voulez qu'on enchaîne avec Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville, l'auteur de Moby Dick notamment, ou voulez-vous qu'on poursuive avec euh, Alain Fournier qui a écrit Le Grand Maulne, qui est apparemment la deuxième œuvre française la plus lue et traduite dans le monde après Le Petit Prince, que je trouve dingo. Bref, voilà, je vous laisse le choix, sachant que, en réalité, Bartleby, je l'ai pas encore, donc il faut que je me le procure et j'espère que je me le procurerai à temps. Mais ça sera entre ces deux lectures pour la prochaine lecture. Et puis, d'ailleurs, je vais aller en librairie tout à l'heure voir si je le trouve, le petit Bartleby. Et je peux également vous dire que, après la lecture des voyages de Gulliver, va peut-être y avoir une pause dans les lives quelque temps. Faut que je vois combien de temps ça me prend. Normalement, ça devrait pas être excessivement long, puisque je vais certainement devoir faire un petit ménage sur la chaîne Twitch à nouveau, puisque vous savez, je vous avais raconté toute l'histoire, et c'était pour ça que je m'étais arrêté pendant des mois à nouveau de faire des lives. Twitch a mis une limite dans ce qu'on peut stocker sur la plateforme. Donc on a le droit à 100 heures de rediff maximum. Donc j'avais fait un énorme nettoyage avec toutes les années de rediff. Et doucement, j'arrive près des 100 heures. Alors là, on est à 70 heures, un peu moins de 70 heures, je crois. Donc j'ai encore de la marge. Mais je pense que du coup, j'essaie encore de dompter la chose, de voir comment ça se goupille. Mais j'ai l'impression que grosso modo, avec une grosse lecture comme Les Voyages de Gulliver, ça serait sympathique de faire le ménage. Donc voilà, j'estime qu'à peu près tous les 10 épisodes de lecture, parce qu'il y a eu aussi d'autres lives, on va dire tous les 10-12 épisodes de lecture, 10-15 peut-être, faudrait que je fasse un ménage. Le ménage qui devrait, encore une fois, j'espère, ne pas durer trop longtemps, mais peut-être faire sauter quelques lives. D'autant que, en fait, j'ai plus de créneau fixe. Je live quand je peux. C'est pour ça que j'ai live de lundi, par exemple, et que je n'ai pas live dimanche. Alors que ça faisait plusieurs dimanches d'affilée que je streamais. C'est vraiment quand je peux maintenant. Et Dougi 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 Doom. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien marquer un petit temps de pause entre deux lectures. Comme ça, moi, ça me permettait de reset mon cerveau, de me mettre dans un nouveau mood et d'entrer
un peu immaculé dans la nouvelle œuvre. Donc voilà, je vais certainement faire ça également après les voyages de Gulliver. Est-ce que je vais faire des lives d'autres choses en attendant? Peut-être, je ne sais pas, nous verrons bien. Je vous tiendrai au jus. De toute façon, le meilleur moyen d'être au courant de tout ça, c'est Facebook, Twitter, Discord, comme d'habitude. Et surtout Discord, on va pas se mentir, parce que c'est là que je partage le plus ce qui se passe dans mon petit cervelet, n'est-ce pas? Je ne savais pas qu'il y avait eu le Grand Maulne en dictée du brevet, mais ça ne m'étonne pas puisque ça a l'air d'être un vraiment classique de chez classique français, donc ça ne m'étonne pas quelque part. Et coucou Nordom, coucou, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi ça peut aller, merci, c'est gentil. Je dis ça peut aller parce que bon voilà, ça va sans rien d'exceptionnel quoi. C'est tranquillou. Comme je disais ces dernières semaines, un 6 sur 10, mais un 6 sur 10 c'est déjà très bien. Santé à tous et à toutes. Je sens que j'ai pas pris assez d'eau pour ce live. Quel gros bêta. Bref. Euh, et ma foi, je pense avoir dit ce que je voulais dire. Et je pense qu'on va se lancer directement dans la lecture. 6 sur 10, c'est presque excellent. Mais oui, tout à fait. 6 sur 10, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Comme je disais, le prof note tellement sévèrement. Intéressant, intéressant. Intéressant comme remarque. Est-ce que le prof c'est la vie? Est-ce que le prof c'est moi? Bref. Mais oui, comme je le disais à quelqu'un en privé il y a de cela quelques jours, je crois, euh, compte tenu du fait qu'il y a quelques mois j'étais à moins 2 sur 10, 6 sur 10 c'est vraiment très 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 bien. Je m'en satisfais largement. Euh, à la limite, ce qui là me vient à l'esprit tout de suite quand on me demande comment ça va, c'est vrai que je me sens un peu fatigué. Je me sens un peu fatigué. En ce moment, le travail, c'est un peu sportif. Et puis, c'est d'autant plus sportif, je pense, que bah, tout simplement comme tout le reste de la France, en fait. Hein. Chaleur, chaleur dure à vivre. Donc je pense que ouais, je suis un peu fatigué. Je me suis rendu compte en lançant ce live et en lançant le live de lundi que j'arrêtais de que je n'arrêtais pas de bailler et tutti quanti. Donc ouais, je sens que je suis un peu mollasson, un peu mollasson. Je me remette dans le mood. Il n'est pas exclu que un de ces jours, je dise, ok, aujourd'hui je prends ma journée, tant pis j'ai le temps mais je fais pas de live et juste je passe ma journée à mater des séries, à écouter de la musique, à lire des livres et tutti quanti. D'autant que là en ce moment sur Netflix, enfin ça y est en fait, comme l'été arrive, il va y avoir enfin les trucs qui m'intéressent et qui me régalent. Donc là, j'ai la saison 2 de Dandalan qui arrive. J'ai la saison 2 de Sandman qui arrive. Après, plus tard dans l'été, il y aura Mercredi, il me semble, et puis peut-être Stranger Things aussi. Enfin bref, les gros classiques, on va dire, de Netflix. Là, je suis en train de finir Lost. Enfin bon, bref. Je suis à 6 épisodes d'avoir fini la série Lost. Incroyable. Vraiment le mec en retard de 20 ans, quoi. Mais... Euh, Enfin ouais, il y a pas mal de trucs que je kiffe regarder en ce moment, donc je sais pas, j'ai bien envie de me prendre une journée binge-watching à juste me reposer, quoi. Allez, trêve de bavardage, parce que je pense que la lecture sera pas non plus excessivement longue aujourd'hui. On passe sur le setup, lecture, et je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes. Bonne écoute Zikel, bonne écoute Nordom, bonne écoute à tous dans le nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. La dernière fois, on s'était arrêté, comme d'habitude, à la fin de chaque partie dans cette œuvre, au retour de Gulliver en sa patrie, au retour de Gulliver auprès de sa famille en Angleterre, après son dernier voyage au Japon. Quel sera le prochain voyage? Que nous réserve-t-il? Je me suis un peu fait spoil un petit élément de ce qui arrive pour le prochain voyage. Ça risque de devenir encore plus bizarre. Mais tant mieux, ça a l'air sympa. Ça a l'air intéressant. Allez, à tout à l'heure pour la pause. On est parti. Et vous m'excuserez encore une fois pour les prononciations parce que, comme d'habitude depuis le début de l'œuvre, on est sur des noms propres, quasi imprononçables.
Allons-y. Quatrième partie. Voyage chez les Winnemem. Chapitre 1. Je restais 5 mois dans ma famille. J'avais tout pour y être heureux. Il ne me manquait que de savoir reconnaître le bonheur. Je quittai ma pauvre femme qui attendait un enfant, et j'acceptai une offre avantageuse, celle de partir comme capitaine à bord de l'Aventure, un solide marchand de 350 tonneaux. Car je connaissais bien la mer, et j'étais là de naviguer toujours comme médecin. Je pouvais certes tenir encore ce rôle à l'occasion, mais je préférais engager un jeune et excellent spécialiste nommé Robert Purfoy. Nous sortîmes de Portsmouth le 7 septembre 1710. Le 14, à Tenerife, nous ralliâmes le capitaine Pocock de Bristol, qui allait charger du bois dans la baie de Campeche. Le 16, nous fûmes surpris par une violente tempête. Je sus à mon retour que son navire avait sombré sans laisser d'autre survivant qu'un garçon de cabine. Ce Pocock était un très brave homme et un bon marin, mais il s'entêtait un peu trop dans ses décisions, ce qui fut la cause de sa perte, comme cela l'a été pour plusieurs autres. Car s'il avait suivi mes avis, il serait peut-être à l'heure actuelle comme moi, sain et sauf dans sa famille. Plusieurs hommes de mon équipage étaient morts de la calenture, de sorte que je dus recruter du monde à la Barbade et dans les îles sous le vent, où mes armateurs avaient décidé que je ferais escale. Mais les nouveaux venus me firent vite regretter de les avoir engagés, car je m'aperçus qu'ils étaient presque tous d'anciens flibustiers. J'avais 50 hommes à bord, ma mission étant de commencer avec les Indiens des mers du Sud et de faire toutes les découvertes que je pourrais. Les coquins que j'avais ramassés corrompirent les autres matelots et l'on complota de s'emparer du navire et de s'assurer de ma personne. Les mutins passèrent à l'action un beau matin, faisant irruption dans ma cabine et me liant les pieds et les poings. Ils menacèrent de me jeter par-dessus bord si je m'avisais de bouger, mais je répondis que j'étais leur prisonnier et que je ne résisterais pas. Ils me dirent de le jurer. Je fis le serment, et on m'ôta mes cordes, me laissant seulement enchaîné par une jambe à mon lit. Une sentinelle fut mise à ma porte avec son arme chargée et la consigne de m'abattre si j'essayais de sortir. Les révoltés me faisaient porter à manger et à boire et diriger le navire à leur gré. Leur dessein était de se faire pirates et d'attaquer les navires espagnols, ce qui ne pourrait se faire sans un équipage renforcé. Mais ils décidèrent de vendre d'abord la cargaison, puis d'aller à Madagascar recruter du monde, plusieurs d'entre eux étant morts depuis ma réclusion. Ils naviguèrent durant plusieurs semaines. Ils faisaient du commerce avec les Indiens, mais je ne savais pas où on allait, car on me tenait étroitement enfermé dans ma cabine. Je m'attendais à rien moins qu'à être assassiné, comme on m'en avait menacé à plusieurs reprises. Le 9 mai 1711, un certain James Welch descendit à ma cabine et me dit que le capitaine lui avait ordonné de me débarquer. Je tentai de discuter, mais en vain. Il ne voulut même pas me dire qui était le nouveau capitaine. On me contraignit à monter dans la chaloupe, mais on m'avait permis de mettre mes meilleurs habits, qui étaient comme neufs, et d'emporter un petit ballot de linge ainsi que mon épée, mais pas d'autres armes. On eut la bonté de ne pas fouiller mes poches, où j'avais tout mon argent et quelques petits objets utiles. Les mutins firent à la rame une lieue environ, puis me déposèrent sur une grève. Je les priai de me dire où nous étions. Ils me jurèrent que j'en savais autant qu'eux, et ajoutèrent que le capitaine, il lui donnait ce titre, avait décidé, une fois la cargaison vendue, de m'abandonner sur la première terre qu'ils rencontreraient. Ils prirent le large immédiatement, m'avertissant de faire vite si je ne voulais pas être pris par la marée. Et ils me dirent adieu. Laissé ainsi à mon triste sort, je m'éloignai de la mer et j'atteignis bientôt la terre ferme. Je m'assis alors sur un talus, tant pour me reposer que pour réfléchir à ce que je devais faire. Quand j'eus un peu repris mes forces, je repartis vers le cœur du pays, décidé à me livrer aux premiers sauvages que je rencontrerais, et à obtenir d'eux la vie sauve en échange de bracelets, miroirs de poche et autres babioles qu'un marin emporte toujours dans ses voyages et dont j'avais quelques-unes sur moi. La campagne était coupée de grands rideaux d'arbres qui n'avaient pas été plantés, mais qui poussaient naturellement. Il y avait beaucoup de pâturages et quelques champs d'avoine,
J'avançais avec beaucoup de prudence, de crainte d'être attaqué par surprise ou de recevoir une flèche par derrière ou de flanc. J'arrivai à un sentier battu, où je vis de nombreuses empreintes de pieds humains et quelques traces de vaches, mais surtout de chevaux. Enfin, j'aperçus un groupe d'animaux dans un champ, et un ou deux autres de la même espèce grimpaient dans les arbres. C'étaient des bêtes très bizarres et difformes, qui me frayaient un peu, de sorte que je me tapis dans un fourré pour mieux les observer. Comme quelques-unes venaient de mon côté, je pus voir très bien tous les détails de leur corps. Leur tête et leur poitrine étaient couvertes d'une toison épaisse, frisée chez les uns, raide chez les autres. Ils avaient une barbe de bouc. Ils avaient une barbe de bouc et une longue rangée de poils le long de l'échine, ainsi qu'à la partie antérieure des quatre membres et du pied. Partout ailleurs, le corps était nu, et je pouvais voir leur peau, qui avait la couleur d'un cuir chamois. Ils n'avaient pas de queue ni de poils sur les fesses, excepté autour de l'anus. La nature leur en avait mis là, je pense, pour les protéger lorsqu'ils sont assis sur le sol. Je les voyais en effet prendre cette position, mais ils se tenaient couchés aussi, et se dressaient souvent sur leurs pattes de derrière. Ils grimpaient au sommet des plus grands arbres, aussi lestes que des écureuils, car leurs pattes de devant, comme celles de derrière, étaient garnies de griffes longues et puissantes, aux pointes aiguës et recourbées. Ils se mettaient souvent à courir, à bondir et à gambader avec une agilité prodigieuse. Les femelles étaient plus petites que les mâles. Elles avaient sur la tête de longs cheveux plats, mais leur face était dégagée, et leur corps ne portait qu'un léger duvet, sauf autour de l'anus et des parties génitales. Leurs pieds pendillaient entre les pattes de devant, touchant presque le sol à chaque pas. Le poil était de couleurs variables, brun, roux, noir, blond, tant chez un sexe que chez l'autre. Somme toute, je n'ai jamais vu au cours de mes voyages d'animaux plus répugnants, plus capables de m'inspirer une antipathie instinctive. Estimant donc que je les avais assez vus, plein de mépris et d'aversion, je me relevai et me remis à suivre le sentier battu, espérant qu'il me mènerait à la hutte de quelque Indien. À peine avais-je fait quelques pas que je tombai sur une de ces créatures qui me barrait le passage et avançait droit sur moi. À ma vue, l'horrible bête se mit à grimacer pendant un moment, puis me regarda avec des yeux fixes, comme un objet complètement inconnu. Elle s'approcha ensuite de moi et, soit malice, soit curiosité, je ne saurais le dire, allongea sa patte de devant. Mais je tirai mon sabre et lui en assénai un bon coup avec le plat, car je n'osais frapper du tranchant, pensant que les gens du pays m'en voudraient d'avoir mis à mal une pièce de leur bétail. Au rugissement poussé par la bête, qui se rejeta en arrière à peine eut-elle reçu le coup, tout un troupeau bondit vers moi depuis le champ voisin. J'en comptais bien une quarantaine, qui m'entourèrent en hurlant et en faisant des grimaces horribles. Mais je courus m'adosser au tronc d'un arbre et les tins à distance en faisant des moulinets avec mon sabre. Quelques-uns de ces démons-là grimpèrent dans l'arbre, s'agrippant aux branches qui pendaient de l'autre côté, et se mirent à décharger leurs intestins sur ma tête. Je pus tout juste me mettre à l'abri en m'aplatissant contre le tronc de l'arbre, mais je fus presque asphyxié par l'odeur des excréments qui pleuvaient autour de moi. J'étais en plein dans cette mauvaise passe, quand je vis tout à coup mes agresseurs détaler à toutes jambes. Je me hasardai donc à quitter mon arbre et à reprendre ma route, me demandant ce qui avait pu les effrayer ainsi. Mais, regardant sur ma gauche, j'aperçus un cheval qui passait tranquillement dans un champ. Les autres animaux l'avaient vu avant moi, et c'est à cause de lui qu'ils avaient pris la fuite. Quand le cheval fut à mon niveau, il eut un mouvement de surprise, mais réagissant aussitôt, il me regarda dans les yeux avec une expression de réel étonnement. Il tourna plusieurs fois autour de moi, en examinant mes mains et mes pieds. J'allais me remettre en route, mais il me barra le passage. Pourtant son attitude restait paisible, et n'avait absolument rien de menaçant. Nous restâmes ainsi quelque temps face à face, enfin je m'enhardis à allonger la main vers lui, pour le flatter au col, avec les mots et les bruits de bouche dont use un jockey quand il veut amadouer un cheval inconnu. Mais cet animal, qui avait l'air d'accueillir avec dédain mes civilités, secoua la tête, fronça le sourcil, et d'un geste de sa patte gauche, me fit doucement retirer ma main. Puis, il eut 3 ou 4 hennissements sur des rythmes différents, de sorte que j'en arrivai à me dire qu'il se parlait à lui-même une langue qu'il comprenait. Nous en étions là, l'un et l'autre, quand un second cheval survint.
Il salua très aimablement le premier, puis tous deux s'entrechoquèrent avec civilité le sabot de la jambe antérieure droite, en émettant à tour de rôle sur des tons variés plusieurs hennissements qui semblaient presque articulés. Ils s'écartèrent de quelques pas, comme s'ils voulaient conférer entre eux, faisant les 100 pas côte à côte, à la façon de personnes qui délibèrent sur un point très important, mais jetant souvent des regards de mon côté, comme s'ils craignaient que je prisse la fuite. J'étais abasourdi de voir des bêtes dépourvues de raison se tenir et procéder de la sorte, et en tirer la conclusion que si dans ce pays l'intelligence des gens était en proportion de celle des chevaux, j'étais sûrement chez le peuple le plus doué de la terre. Cette pensée me fit tellement de bien que je résolus de pousser jusqu'à un endroit habité, maison ou village, ou alors de partir à la recherche d'un indigène, laissant les deux chevaux à leur discussion. Mais l'un d'eux, celui que j'avais vu d'abord, un gris pommelé, voyant que je m'esquivais, me héla d'un hennissement si expressif que je fus persuadé d'en avoir compris le sens. Je revins donc sur mes pas, et m'avançai vers lui pour prendre ses ordres, tâchant de ne pas montrer ma peur, car je ne savais pas trop comment je me tirerais de l'aventure, et le lecteur me croira aisément si je lui dis que je n'en menais pas large. Les deux chevaux s'approchèrent de moi, et considérèrent avec une grande attention mon visage et mes mains. Le destrier gris promena le sabot de sa patte droite sur toute la surface de mon chapeau, et me le bossela de telle façon que je dus l'ôter pour le remettre en forme. Puis je me couvris. Il me regardait faire avec ébahissement, de même que son compagnon, un alezan foncé. Celui-ci tâta les pans de ma veste, et constatant qu'il flottait autour de mon corps, il donna de nouveaux signes de surprise. L'autre aussi. Il me caressa la main droite, semblant en admirer la douceur et la couleur, mais il me la serra si fort entre le sabot et le pâturon que je ne pus retenir un hurlement. Après quoi, ils s'efforcèrent de me tâter tout doucement. C'étaient surtout mes bas et mes souliers qui les intriguaient. Ils n'arrêtaient pas de les palper, s'adressant des hennissements l'un à l'autre et faisant différents gestes du sabot. On aurait dit des philosophes affrontés à un problème inconnu et difficile. Somme toute, le comportement de ces animaux était si logique et rationnel, si sagace et judicieux, que ma conclusion dernière fut que j'avais sûrement affaire à des magiciens qui, pour une raison ou pour une autre, s'étaient métamorphosés de la sorte, et qui, trouvant en chemin un étranger, avaient décidé de s'amuser à ses dépens. Peut-être était-il réellement étonné de voir un homme si différent par son costume, son visage et la couleur de sa peau, des hommes qui devaient vivre sous ces climats. Dans la rigueur de ma logique, je me hasardai à leur adresser la parole en ces termes. « Messieurs, si vous êtes des magiciens, j'ai de bonnes raisons de croire que vous comprenez toutes les langues. Je me permets donc d'informer vos seigneuries que je ne suis qu'un pauvre Anglais en détresse, jeté sur vos côtes par la mauvaise fortune. Je supplie donc l'un de vous de me porter sur son dos comme un vrai cheval, jusqu'à une ville ou bien un village où l'on puisse me secourir. Pour vous payer de votre peine, je vous donnerai ce canif et ce bracelet, que je tirai de ma poche. » Les deux êtres m'écoutaient sans rien dire, et semblaient-ils avec une grande attention. Quand j'eus terminé, ils échangèrent un bon nombre de hennissements, comme s'ils tenaient une conversation sérieuse. Je remarquai fort bien que leur langage savait exprimer des sentiments, et qu'on aurait pu sans trop de mal noter les mots en signe alphabétique, mieux que pour le chinois par exemple. Je saisis au vol, et à plusieurs reprises, le mot Yahoo, que tous les deux répétaient constamment, et bien qu'il me fût impossible d'y attribuer un sens, je profitai de ce colloque où s'absorbaient les deux chevaux pour m'entraîner, par des jeux de langue, à l'articuler correctement. Quand ils se furent tus, je me lançai et fis d'une voix forte « Yahoo !» tout en m'efforçant d'imiter le hennissement d'un cheval. Ils en furent tous deux visiblement ébahis, et le gris pommelé me répéta 2 fois le même mot, comme s'il voulait me faire prendre l'accent correct. Je reprenais après lui, tâchant de reproduire le son du mieux possible, et j'avais conscience de faire des progrès, tout en restant bien loin de la perfection. Alors l'alezan me proposa un autre mot, bien plus difficile à prononcer, et qui, transcrit en orthographe anglaise, pourrait donner quelque chose comme « winim ». Je ne m'en tirais pas aussi bien que la première fois, mais après 2 ou 3 essais supplémentaires, j'eus un peu plus de succès, et tous deux parurent stupéfaits de mon intelligence. Les deux amis échangèrent encore quelques propos, à mon sujet je pense, puis ils prirent congé l'un de l'autre avec le même cérémonial, c'est-à-dire une poignée de sabots. Le gris me fit signe de marcher devant lui, et j'estimai prudent de lui obéir tant que je n'aurais pas trouvé de meilleur maître.
Quand je faisais mine de ralentir, il me criait «Hum, hum». Je voyais bien ce qu'il voulait dire, et je tâchais de lui expliquer que j'étais fatigué, que je ne pouvais pas marcher plus vite. Alors il s'arrêtait un moment et me laissait faire une pause. Chapitre 2. Après une marche d'environ 3 miles, nous arrivâmes à une espèce de construction tout en longueur, faite de poutres plantées dans le sol et réunies par des branches entrelacées. Le toit était bas et couvert de paille. Je commençais à prendre courage, et je tirai de mes poches un de ces bibelots que les voyageurs ont toujours sur eux, pour faire des cadeaux aux Indiens sauvages d'Amérique ou d'ailleurs, espérant qu'il me vaudrait d'être reçu amicalement par les gens de la maison. Le cheval me fit signe d'entrer le premier, et je vis une grande salle au sol d'argile uni. Tout le long d'un des murs, il y avait un râtelier avec sa mangeoire. 3 petits chevaux de bas et 2 juments se tenaient là. Ils ne mangeaient pas et certains étaient assis sur leur derrière, ce qui m'emplit d'étonnement. Mais je fus encore plus surpris de voir les autres s'occuper de travaux domestiques. Car, pour tout le reste, ils avaient l'air de chevaux ordinaires. Cela me confirma dans mon opinion qu'un peuple qui arrive à dresser si parfaitement des animaux dépourvus de raison doit sûrement surpasser en intelligence toutes les nations de la terre. Le gris pommelé entra juste derrière moi et prévint tout geste hostile des autres à mon égard. Il hennit plusieurs fois à leur intention, avec un air d'autorité, et ils lui répondirent. Derrière cette salle venaient 3 autres pièces qui faisaient toute la longueur de la maison. On passait de l'une à l'autre par 3 portes en enfilade, ce qui faisait une belle perspective. Nous traversâmes la 2e salle pour nous rendre dans la 3e. Mais le gris pommelé y entra sans moi, en me faisant signe d'attendre un moment. Je restai donc dans la 2e pièce et tins prêts les cadeaux que je destinais au maître et à la maîtresse du logis, à savoir 2 canifs, 3 bracelets de fausses perles, un petit miroir et un collier de verroterie. Le cheval hennit 3 ou 4 fois, et je m'attendais à entendre répondre une voix humaine, mais toutes les répliques furent échangées dans le même dialecte. Une ou 2 d'entre elles, pourtant, étaient dites sur un ton un peu plus aigu. Je me pris à penser que cette maison devait appartenir à une personne de très haut rang, parce qu'on faisait beaucoup de cérémonies pour m'obtenir une audience. Mais que la maison d'un homme de qualité se composât uniquement de chevaux, voilà qui dépassait mon entendement. Je craignais que mon cerveau n'eût souffert de mes épreuves et de mes revers de fortune. Je me secouai et je parcourus du regard la pièce où je me trouvais. Elle était meublée comme la première, seulement de façon un peu plus élégante. Je me frottai les yeux, mais le décor ne changea pas. Je me pinçai le bras et les flancs, espérant que j'allais me réveiller d'un songe, et j'arrivai à une conclusion catégorique. Tout cela ne pouvait être que nécromancie et magie. Mais je n'eus pas le temps de poursuivre ces réflexions, car le cheval gris vint à la porte et me fit signe de le suivre dans la 3e pièce. J'y vis une jolie jument en compagnie d'un poulain et d'une pouliche, tous les 3 assis sur leur arrière-train, et ayant sous eux des nattes de paille, tressées non sans art, et tenues admirablement nettes et propres. À peine eus-je fait mon entrée, que la jument se leva de son tapis et s'approchant de moi, examina soigneusement mes mains et mon visage. Après m'avoir jeté un regard des plus méprisants, elle se tourna vers le cheval. J'entendis leur conversation, où revenait continuellement le mot Yahoo. C'était bien ce mot dont je ne savais pas encore le sens, bien qu'il eût été le premier que j'eusse appris à dire. Mais je ne tardai pas à être pleinement éclairé à mon éternelle confusion. Car le cheval, d'un signe de tête qu'il me fit, en répétant ce mot, qu'il avait prononcé sur la route, et auquel je donnai le sens de suivez-moi, me conduisit jusqu'à une sorte de cour extérieure, où se trouvait une autre construction à quelque distance de la maison. Nous y entrâmes, et je vis 3 de ces êtres abominables que j'avais rencontrés juste après avoir touché terre, en train de se repaître de raves crues et de morceaux de charogne. C'était de la viande d'âne et de chien, comme je le sus plus tard. Quelquefois aussi on leur donnait une vache morte d'accident ou de maladie. Tous 3 étaient attachés aux poutres par de gros liens d'osier passés à leur cou. Ils tenaient la viande crue entre les griffes de leurs pattes de devant et la déchiraient avec les dents. Le destrier ordonna au petit cheval de bas brun, qui était son domestique, de détacher le plus gros de ces animaux et de le mener dans la cour. On nous plaça l'un à côté de l'autre, puis maître et serviteur comparèrent point par point nos 2 individus, le mot Yahoo revenant constamment sur leurs lèvres.
Mon horreur et ma stupéfaction furent inexprimables quand je constatai que cet ignoble animal offrait une image absolument humaine. Certes, la face était plate et tout en largeur, le nez camus, les lèvres épaisses, la bouche trop grande, mais ces particularités se rencontrent aussi chez tous les peuplades sauvages, où les linéaments du visage sont déformés par l'habitude qu'on a de laisser les enfants se vautrer par terre ou s'aplatir le visage contre l'épaule de la mère qui les transporte sur son dos. Les pattes de devant du Yahoo ne différaient de mes mains que par la longueur de leurs ongles, l'extrême callosité de leurs paumes et l'épaisseur du poil qui en recouvrait le dessus. Il y avait autant de ressemblances entre nos pieds, mais cela, j'étais seul à le savoir. Les 2 chevaux ne s'en doutaient pas à cause de mes bas et de mes souliers. Et on pouvait en dire autant de toutes les parties du corps qui ne distinguaient que par leur pilosité et leur couleur, ainsi que je l'ai dit plus tôt. Ainsi que je l'ai dit plus haut. Pour les 2 chevaux, la difficulté majeure était de s'expliquer comment le reste de mon corps pouvait être si différent de celui des Yahoo. C'est à mes vêtements que je devais cet avantage, mais le concept leur en était totalement étranger. Le petit cheval brun m'offrit une rave, qu'il tenait à leur façon que je décrirais en bonne place, c'est-à-dire entre le sabot et le pâturon. Je la pris, la flairai et la lui rendis avec toute la courtoisie dont j'étais capable. Il alla chercher dans le chenil du Yahoo un morceau de viande d'âne, mais la charogne empestait tellement que je m'écartai avec un haut-le-cœur. Il la jeta donc au Yahoo, qui l'engloutit aussitôt. Puis il me montra une botte de foin et me tendit des grains d'avoine dans le creux de son fanon. Mais je secouai la tête pour faire comprendre que je ne mangeais ni l'un ni l'autre. Et il faut dire que j'eus peur tout d'un coup de mourir de faim si je ne rencontrais pas d'autres individus de mon espèce. Quant à ces sales Yahoo, j'avais beau à l'époque porter à l'humanité un amour dont bien peu étaient capables, je confesse que je n'ai jamais vu d'être aussi dégoûtant à tout point de vue, dans toute la gente animale, et plus je les fréquentais, plus je les trouvais haïssables tout le temps que je passais dans le pays. Ces sentiments, le maître du logis les devina vite à mon attitude. Il fit ramener le Yahoo à son chenil. Puis il porta le sabot à la bouche, ce qui m'étonna beaucoup, bien qu'il eût fait le geste avec beaucoup d'aisance et d'un naturel parfait. Par d'autres signes encore, il me demanda ce que je voulais manger, mais je fus incapable de lui répondre de façon compréhensible. D'ailleurs, même s'il m'avait compris, je ne voyais pas comment il aurait pu me procurer des aliments. Nous en étions donc là quand je vis passer une vache. Je la montrai du doigt et demandai par geste la permission de la traire. Cette fois je fus compris, car le destrier me fit rentrer chez lui et donna l'ordre à une jument servante d'ouvrir une pièce où il y avait de grandes réserves de lait, dans des jarres de terre et de bois, le tout très bien rangé et très propre. Elle m'en servit un grand bol, que je bus avec infiniment de plaisir et qui me rendit beaucoup de force. Vers midi, je vis approcher de la maison une sorte de véhicule sans roues remorqué par 4 Yahoos. Il transportait un vieux destrier de noble allure qui descendit en posant sur le sol d'abord les pieds de derrière, car il s'était blessé le pied antérieur gauche dans un accident. Il venait dîner chez notre cheval qui le reçut fort civilement. Le dîner leur était servi dans la meilleure salle, et le plat de résistance consistait en une bouillie d'avoine au lait qui fut servie chaude au vieux cheval et froide à tous les autres. Il y avait au centre de la pièce une grande mangeoire circulaire divisée en plusieurs compartiments. Les convives étaient assis tout autour sur leur arrière-train, ayant sous eux des bottes de paille. À l'intérieur du cercle, il y avait un râtelier polygonal dont chaque côté correspondait à une section de la mangeoire, de sorte que chevaux et juments avaient chacun leur ration de foin et de bouillie d'avoine au lait, qu'ils mangeaient avec beaucoup de décence et de bonne manière. La pouliche et le poulain se tenaient très bien à table. Le maître et la maîtresse de la maison se montraient pleins de cordialité et de complaisance envers leur hôte. Le gris pommelé me gardait debout près de lui, et je fus l'objet d'une longue discussion entre lui et son ami, à en juger par tous les regards que l'invité me lançait, et par le nombre de fois qu'il répéta le mot Yahoo. Il se trouvait que j'avais mis mes gants. Le maître de maison, le gris pommelé, s'en aperçut et parut tout décontenancé. Je vis à ses gestes qu'il se demandait ce que j'avais fait à mes pattes de devant. Il posa 2 ou 3 fois son sabot sur elles, comme s'il voulait dire que je devais les ramener à leur état primitif. Je lui obéis donc, en enlevant mes gants et en les mettant dans ma poche. Cet épisode aussi fut commenté, et je vis que les convives appréciaient ma conduite, ce dont je n'eus qu'à me féliciter, car bientôt on me demanda de dire les quelques mots que je comprenais,
Et au cours du repas, le maître de maison m'enseigna les vocables avoine, lait, feu, eau, et plusieurs autres que je répétais facilement après lui, car j'ai toujours été doué pour les langues. Le repas terminé, le cheval, mon hôte, me prit à part et, tant par signe qu'en parole, il m'exprima son souci de ne me voir rien manger. Avoine, dans leur langue, se dit hlund. Je prononçai donc 2 ou 3 fois ce mot-là, car bien que j'eusse commencé par refuser cet aliment, je m'étais dit, en fin de compte, que je pourrais bien en tirer une sorte de pain qui, avec le lait, me suffirait pour vivre, jusqu'à ce que je puisse m'échapper dans un autre pays et vers des créatures de ma propre espèce. Le cheval ordonna immédiatement à une jument servante de la maison de m'apporter une grande quantité d'avoine sur une sorte de plateau en bois. Je la fis chauffer devant le feu aussi bien que possible, puis je la frottai dans mes mains pour en détacher la balle que je m'arrangeais pour éliminer. Ensuite, j'écrasai et je concassai les grains entre 2 pierres. Je pris de l'eau, fis une espèce de pâte ou de galette que je rôtis sur le feu, et mangeai chaude avec du lait. Au début, le régime me parut fort insipide, c'est pourtant celui de bien des gens en Europe, mais je finis par m'y habituer. Et comme j'avais connu dans ma vie plus d'une période de vaches maigres, je savais par expérience comme la nature sait se contenter de peu. Et je dois dire en conscience que je n'ai pas été malade 1 heure pendant tout mon séjour dans l'île. Il est vrai que j'arrivais parfois à attraper un lapin ou un oiseau à l'aide de lacets en poil de yaou. Souvent aussi, je cueillais des plantes comestibles que je faisais bouillir ou que je mangeais crues avec mon pain. De temps en temps, pour varier mon menu, je faisais un peu de beurre et je buvais le petit lait. Au début, le sel me manquait beaucoup, mais je m'accoutumais vite à m'en passer, et je suis convaincu qu'on nous a fait prendre l'habitude de consommer beaucoup de sel uniquement pour nous amener à boire. Elle est un luxe bien inutile, sauf quand il s'agit de conserver les viandes au cours des longues traversées ou dans les lieux éloignés des grands marchés. L'homme est le seul animal qui soit friand de sel. Quant à moi, lorsque j'eus quitté le pays, je restai très longtemps sans pouvoir en supporter le goût dans un plat. Je n'en dirai pas plus de mon régime alimentaire. Il y a des voyageurs qui ne parlent que de cela dans leurs livres, comme si les lecteurs avaient un intérêt quelconque à ce que l'auteur mange bien ou mal. Il était pourtant nécessaire de traiter le sujet en passant, sans quoi personne ne voudrait croire que j'ai pu séjourner 3 ans dans un tel pays, et chez de tels habitants, sans mourir de faim. Comme le soir approchait, le cheval, maître de séant, m'assigna un logement pour la nuit. Il n'était pas à plus de 6 yards de la maison et se trouvait à l'écart de l'étable des Yaous. Je trouvai là de la paille, et, me couvrant de mes vêtements, je pus faire un excellent somme. Je ne tardai pas d'ailleurs à être mieux logé, comme le lecteur l'apprendra plus tard, quand je lui décrirai plus en détail mon genre de vie. Et c'est la fin du chapitre 2. Pour le moment, dans la 4e partie, nous avons donc lu le chapitre 1, dont le résumé est le suivant. L'auteur reprend la mer comme capitaine, mutinerie à bord, ses hommes le gardent longtemps prisonnier dans sa cabine puis le débarquent sur une terre inconnue. Il s'enfonce vers l'intérieur du pays, description de certains êtres étranges, les Yaous, et l'auteur rencontre 2 Winim. Et le chapitre 2, un Winim emmène l'auteur chez lui, description de la maison, accueil fait à l'auteur, comment se nourrissent les Winim, embarras de l'auteur qui ne trouve rien à manger, il découvre une solution et son régime alimentaire. Nous marquons une courte pause, les amis. Ok, c'est plus dur que ce que je croyais aujourd'hui, j'avoue. Désolé. Je pensais pas d'ailleurs que j'allais lire autant d'un coup, en fait. Je me rends compte que ça fait déjà 46 minutes de live. J'aurais pas cru. J'espère que ça reste compréhensible et agréable pour vous. Mais c'est vrai que là, j'ai particulièrement bafouillé sur le premier chapitre. J'ai particulièrement eu du mal à me mettre dans la lecture. Euh, c'est assez compliqué. Je sens quand même encore la chaleur. Comme je disais, c'est pas parce qu'on est passé de canicule extrême à canicule que ça reste pas canicule. Donc là, j'avoue que j'ai quand même du mal. Euh, J'espère que ça va s'adoucir dans les temps à venir. Ça rendrait quand même, pour moi, les lectures un peu plus faciles, j'avoue.
un peu plus supportable. Là, c'est dur. Là, c'est dur, dur. Et du coup, comme je vous en avais prévenu, on arrive sur des chapitres encore plus what the fuck, encore plus bizarres. Au-delà du fait qu'il y ait encore des éléments scatologiques, bon, voilà. Ça, je pense qu'il faut le prendre un peu à la manière rabelaisienne et son Gargantua. Je pense qu'on est un peu dans ce même ton-là, on va dire. Mais à part ça, il y a surtout l'apparition d'une espèce complètement what the fuck, même deux espèces quelque part. Il y a les Yahoo, qui apparemment ressemblent étrangement à des êtres humains, avec quelques légères différences, on va dire. Mais c'est presque comme si c'était un humain avec des caractéristiques poussées à bout, comme par exemple leurs griffes. On pourrait se dire, est-ce que c'est un être humain qui a laissé pousser ses ongles ad vitam aeternam? Euh, donc voilà, il y a cette espèce-là, et il y a bien sûr l'espèce des Winins. Ça s'écrit Houyhnns, je crois. Houyhnhnns. Donc Winins. Voilà. Il y a un bug au milieu. D'ailleurs, j'ai regardé sur Wikipédia juste avant comment ça c'était censé se prononcer. Et apparemment, du coup, j'ai appris ça. Apparemment, Jonathan Swift a basé ce mot-là sur le mot homme en français, dans lequel il a intercalé des lettres, des Y, des H, des N, pour simuler un peu un hennissement de cheval. Donc, pour ces chevaux d'une espèce particulièrement, j'allais dire particulièrement intelligente, mais est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est peut-être anthropocentré quelque part. En tout cas, pour ces chevaux particulièrement à caractère particulièrement anthropomorphique, en quelque sorte, en tout cas dans leur comportement, parce que finalement, dans leurs caractéristiques physiques, ils n'ont pas tellement de traits humains. Ils sont vraiment, ils ont des trucs un peu particuliers du style de s'asseoir sur leur derrière. Ou de mettre leurs sabots, enfin d'utiliser leurs sabots un peu comme des mains, etc. Mais globalement, ça a l'air d'être plus sur un côté, ouais, on va dire intelligence, qu'il se rapprocherait d'une intelligence humaine, d'une raison humaine. Donc c'est intéressant et très déconcertant, je trouve. Je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans ce livre. Déjà dans ce livre, il y a des bizarreries de ci de là, mais j'aurais pas cru à ce point. Et enfin, j'aurais pas cru que ça puisse aller comme ça, ouais, que ça puisse aller dans ce sens. Donc c'est une bizarrerie, mais à la fois je me dis que c'est hyper intéressant. Le fait que l'espèce des Yahoo qui lui fait penser aux hommes, c'est une espèce qui le dégoûte comme il a jamais été dégoûté, c'est aussi un message intéressant. Est-ce que l'être humain n'est pas un animal répugnant, entre guillemets? Bref, ça c'est pareil, c'est un courant de pensée, j'ai envie de dire, très répandu quelque part, de dire, bah en fait, de tous les animaux, l'être humain, c'est un peu l'animal qui gâche tout, quoi. Qui gâche un peu le tableau, qui gâche un peu l'harmonie. J'aime bien comment l'auteur critique les autres bouquins de voyage en plein milieu pour dire attendez, attendez, moi j'ai une bonne raison et ça marche. Oui, clairement, il fait tout le temps ça. De toute façon, il fait tout le temps ce truc-là. Encore une fois, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est une figure de style, ça a un nom. Mais ce truc de ah, je vais pas le dire, je vais pas le dire, mais quand même, je le dis. Attendez, je vais essayer de retrouver. Figure de style. Dire quelque chose qu'on dit qu'on ne va pas dire. Si je trouve comme ça, c'est pas mal. Une prétérition. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors attendez. Parler de quelque chose après avoir annoncé que l'on ne va pas en parler. Voilà, c'est une prétérition. Aussi appelée paralypse. Comme par exemple quand on dit
monsieur machin pour ne pas le nommer, heu, ou bien il n'a pas besoin d'un alibi car il était avec moi. Bah, du coup, c'est un alibi ou inutile de vous présenter monsieur machin. Enfin bon bref, vous voyez un peu le délire. Donc voilà, c'est une prétirition. Hem, Au fait, tu as résolu le dilemme du brossage de dents avant le live, ça te perturbait pour articuler, parler? Ah non, mais ça, je l'ai pas résolu, quelque part. En fait, comment te dire? Ça, c'est un truc que je sais depuis très longtemps parce que ça va faire quasiment 10 ans que je fais des lectures à voix haute, en live et ça fait, ouais, ça fait bien 7-8 ans que j'ai repéré ça, je pense, largement. J'ai l'habitude en fait, j'ai mes petites habitudes et il y a certaines choses, certaines habitudes, bah, d'hygiène, donc se laver les dents, par exemple, mais aussi certaines habitudes alimentaires, ce que je vais boire, ce que je vais manger, où je sais très bien que ça va me rendre la lecture difficile et du coup, oui, il y avait ce truc de se brosser les dents, c'est difficile avant un live. Avant, c'était pas chiant. Alors quelque part, c'est en effet depuis que j'ai déménagé que c'est devenu chiant Nordum, parce que avant c'était pas chiant parce que je me brossais les dents, pas à ces heures-là. Là, le hasard fait que, comme je stream quand je peux et bah, souvent quand je peux, c'est pas longtemps après de m'être brossé les dents, bref. Donc comme se brosser les dents est astringent, eh bien ça me gêne à faire une lecture à voix haute de qualité. Donc c'est sûr, hein, que là, ça a un petit impact. Je me suis brossé les dents vraiment, allez, 30 minutes avant le live, et même là, je sens encore, vous savez, je sais pas comment dire. Je sais pas comment décrire la sensation, à part astringente encore une fois, mais je sais pas comment décrire la sensation qu'on a dans la bouche quand on s'est brossé les dents il y a pas longtemps. On le sent, je trouve. Il y a ce truc mentholé et ainsi de suite, enfin bon bref. Moi personnellement, c'est un truc que je déteste. C'est une sensation que je déteste. Hem Et donc j'ai encore cette sensation. Donc oui, clairement, ça a un petit impact sur ma lecture, sur la qualité de ma lecture aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus que ça, c'est la chaleur et la fatigue. Et la chaleur qui implique la fatigue et la fatigue qui implique la chaleur et ainsi de suite. Le côté un peu pâteux, ouais, on peut dire ça aussi, ouais. Même si moi je trouve que c'est vraiment asséchant, quoi. C'est ouais, c'est astringent. Donc c'est ouais. Bref, j'aime pas cette sensation. Je pense que c'est pour ça que, enfin, en partie pour ça que j'ai beaucoup eu de mal dans ma vie d'enfant à prendre l'habitude de bien me brosser les dents parce que juste je trouve ça désagréable as fuck. Je déteste ça. Bref, je meurs de chaud. Et du coup, le format de ce voyage reste quasiment strictement le même. À nouveau. Et j'ai adoré ce début de voyage d'ailleurs. Le début, la toute première phrase, enfin les 3 premières phrases de ce voyage, j'aime beaucoup. Parce que c'est des phrases courtes et qui veulent tout dire. Je restais 5 mois dans ma famille. J'avais tout pour y être heureux. Il ne me manquait que de savoir reconnaître le bonheur. Je quittais ma pauvre femme qui attendait un enfant. Et je trouve ça. Enfin, je sais pas, ça m'avait déjà marqué, vous le savez, en amont des lives, je lis en général un paragraphe dans la journée pour voir un peu si je suis dedans et si ça passe bien, si ça coule bien. Et déjà, dès que j'avais lu ces premières phrases, je me suis dit: «Putain, j'aime beaucoup le début de ce chapitre, j'aime bien la manière dont c'est articulé» et du coup, le fait que le narrateur soit quelque part très conscient qu'il a tout pour être heureux, mais qu'il va retourner en voyage dans des galères pas possibles, et que, à nouveau, situation abracadabrantesque, à chaque fois une nouvelle. J'ai l'impression que toutes les déconvenues possibles au sein d'un navire, il les a vécues. Cette fois-ci, c'était mutinerie alors qu'il était capitaine et du coup, il se fait laisser comme ça, sur la grève d'une île. Hem, c'est voilà, c'est vraiment, format classique de tous les voyages, de cette œuvre et du coup, rencontre, découverte d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle population, avec tout ce qu'ils ont de bizarre pour lui.
Et ce fameux truc aussi toujours présent de la langue. Le nombre de fois où il a répété dans le livre qu'il avait des facilités avec les langues et du coup qu'il, utilise de cet argument pour dire que, grosso modo, c'est normal qu'à chaque fois, il arrive relativement rapidement à saisir la langue et à finalement pouvoir côtoyer, discuter avec, la population. C'est voilà, c'est pas du tout réaliste, mais, c'est marrant comment c'est foutu. J'arrive vraiment à court d'eau, ça va être terrible. Mais du coup, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant, de voir ce format se répéter, ce schéma se répéter, sans être forcément lassant. Je trouve que ça a même plutôt un côté assez bah, ça entretient l'humour, je trouve, quelque part. C'est un peu, la forme du running gag, quoi. Presque. C'est un peu le truc de: «Allons-y gaiement!» et puis, «Ah bah mince, il m'est arrivé quelque chose!» Voilà, quoi. C'est vraiment, le personnage trop innocent, de cartoon, à qui il arrive plein de déconvenues. Je comprends vraiment bien pourquoi ça a été, adapté en des tonnes de dessins animés. Je trouve que ça s'y prête vachement bien. Maintenant, j'ai hâte d'en apprendre davantage sur le peuple des Winin. Est-ce qu'il va y avoir des choses justement intéressantes moralement ou politiquement ou religieusement, philosophiquement, que sais-je? Parce que grosso modo, ça a été le cas à peu près avec toutes les populations rencontrées. Je me demande où l'auteur va aller cette fois-ci, sur quel terrain, et je vous propose de le découvrir tout de suite. Gulliver Calimero, c'est vraiment trop injuste pour le malchanceux récurrent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et encore que lui, il est très heureux quelque part de ses déconvenues, je pense. Euh, Donc voilà, on va reprendre avec le chapitre 3 et 4 que je vais lire d'une traite également. Et ça nous mettra. Je réfléchis. Ouais, après, si je lis ça, ça va être beaucoup trop long. Donc je lis le chapitre 3 et 4, ce qui nous mènera à la fin de ce live. J'ai vraiment des difficultés là aujourd'hui, c'est terrible, je le sens. J'ai du mal à faire les connexions dans mon esprit, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'avais vraiment hésité à faire le live du jour pour être tout à fait honnête. Parce que justement, ce dont je vous parlais en intro de live, je me suis dit, tiens, est-ce que je le ferais pas aujourd'hui? Cette fameuse journée à rien glander, à juste mater des séries, écouter de la musique, jouer à des jeux. Surtout qu'apparemment, ils ont résolu un bug. Je croise les doigts pour que ça soit le cas. Ils ont résolu un bug de crash sur Marvel Rivals. Et si je peux rejouer à Marvel Rivals, quel plaisir. Bref. Concentrons-nous pour leur lecture. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit quand même quali. Bonne écoute à tous, bonne écoute à ceux qui me regardent en live sur Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la fin du live. Chapitre 3. Rien ne me tenait tant à cœur que d'apprendre la langue du pays, que mon maître, dorénavant je l'appellerai ainsi, ses enfants et tous les domestiques de sa maison étaient enchantés de m'apprendre. Il leur semblait prodigieux qu'un animal, qu'une vraie bête, pût se conduire comme je le faisais et être doué de raison. Je montrai du doigt chaque objet en demandant qu'on me le nommât, puis je notai le mot sur mon carnet de bord quand j'étais seul, et je le faisais prononcer plusieurs fois par les gens de la maison pour améliorer ma prononciation. Il y avait en particulier un petit cheval de bas alezan, un des derniers valets, qui était toujours prêt à me rendre ce service. Leur langue est faite de sons nasaux et gutturaux, et, à ma connaissance, ressemble plus au haut allemand ou germanique qu'à toute autre langue européenne, mais elle est plus douce et plus expressive. L'empereur Charles Quint faisait une remarque analogue quand il disait que s'il avait à parler à son cheval, il emploierait le haut allemand. La curiosité et l'impatience de mon maître étaient si grandes qu'il consacrait des heures entières de ses loisirs à faire mon instruction. Il était convaincu, comme il me l'a dit plus tard, que j'étais un Yahoo, mais mon ouverture d'esprit, ma politesse et ma propreté lui paraissaient stupéfiantes, car rien n'était plus étranger à ces animaux que de telles qualités.
C'était surtout mes habits qui l'intriguaient. Il se demandait souvent s'ils faisaient oui ou non partie de mon corps, car je ne les retirais jamais avant que tout le monde fût endormi dans la maison, et je m'habillais le matin avant que personne ne fût levé. Mon maître désirait vivement savoir d'où je venais, et comment j'avais acquis cette apparente raison que je mettais dans mes actes. Il voulait l'apprendre de ma propre bouche, et avait l'espoir que ce serait pour bientôt, étant donné les progrès que je faisais, tant en prononciation qu'en vocabulaire et en syntaxe. Pour soutenir ma mémoire, je notais tous les mots en orthographe anglaise, et j'en faisais des listes avec leur traduction. Au bout de quelque temps, je faisais ce travail ouvertement devant mon maître. Et j'eus toutes les peines du monde à lui expliquer en quoi il consistait, car ils n'ont pas la moindre notion des livres, ni de la pensée écrite. Au bout d'une dizaine de semaines, j'étais capable de comprendre la plupart de ces questions. Au bout de 3 mois, je savais donner quelques réponses intelligibles. Il voulut à tout prix savoir de quelle région du monde je venais et comment j'avais appris à imiter les créatures douées de raison. Car les Yaous, dont, à défaut du reste, il voyait que j'avais exactement la tête, le visage et les mains, bien que capables apparemment de sournoiserie et très ingénieux pour faire le mal, s'étaient révélés comme les plus irréductibles des brutes. Je répondis que j'étais parti d'un pays très lointain, de l'autre côté de la mer, avec beaucoup d'autres êtres de mon espèce, dans un grand récipient creux fait de troncs d'arbres, et que mes compagnons m'avaient contraint à débarquer sur cette côte où ils me laissèrent me tirer d'affaire tout seul. Ce ne fut pas sans mal, et sans beaucoup de mimiques, que je pus enfin me faire comprendre de lui. Il répétait que je me trompais sûrement, ou que je disais la chose qui n'est pas, car ils n'ont pas de mots dans leur langue pour désigner le mensonge ou les faussetés. C'était chose impossible, et il le savait bien, qu'il existât un pays au-delà des mers ou qu'un groupe d'animaux pût diriger sur l'eau, à son gré, un récipient en bois. Il était sûr qu'aucun Winim au monde ne saurait fabriquer un récipient de ce genre, ni n'en confierait la conduite à un Yahoo. Le mot Winim, dans leur langue, signifie cheval, et étymologiquement, perfection de la nature. Je dis à mon maître que je manquais de vocabulaire, mais que je tâcherais de faire tous les progrès possibles, et que j'espérais être bientôt à même de lui conter des merveilles. Il eut donc la bonté de dire à la jument son épouse, à son poulain, à sa pouliche, et à tous les gens de sa maison de saisir toutes les occasions de m'enseigner la langue, et lui-même consacrait à cette tâche 2 ou 3 heures chaque jour. Plusieurs de nos voisins, chevaux et juments de la meilleure société, venaient fréquemment nous faire visite, car le bruit s'était répandu de ce merveilleux Yahoo, qui savait parler comme un Winim, et qui semblait faire preuve, dans ses paroles et dans ses actes, de quelques lueurs de raison. Il se plaisait à parler avec moi, il me posait de nombreuses questions auxquelles je répondais aussi bien que je pouvais le faire. En profitant de ces circonstances, je fis de tels progrès que, 5 mois après mon arrivée, j'en comprenais tout ce qu'on me disait, et je m'exprimais moi-même assez correctement. Les Winim, qui venaient en visite chez mon maître, dans l'idée de me voir et de parler avec moi, avaient du mal à croire que j'étais un vrai Yahoo, parce que l'enveloppe de mon corps me différenciait des autres individus de mon espèce. Ils s'étonnaient de ne pas me voir couvert de la même peau et du même poil que les autres, sauf sur la tête, au visage et aux mains. Mais 15 jours plus tôt, mon maître avait eu connaissance de mon secret, à la suite d'un incident. J'ai déjà dit au lecteur que, chaque nuit, quand tout le monde dormait dans la maison, j'avais l'habitude de me dévêtir et de me draper dans mes vêtements. Un beau matin, de très bonne heure, mon maître m'envoya chercher par le petit cheval alezan qui était son valet. Quand celui-ci entra chez moi, je dormais profondément. Mes habits avaient glissé de côté, et ma chemise s'était retroussée au-dessus de ma ceinture. Au bruit qu'il fit, je m'éveillai, et je remarquai qu'il bredouillait un peu en me transmettant son message, après quoi il revint auprès de son maître, et dans son affolement, lui fit un récit incohérent de ce qu'il avait découvert. Je connus vite toute l'histoire, car, comme je m'étais habillé et me présentai devant son honneur, il me demanda ce que signifiait le rapport de son domestique, que je n'avais pas le même aspect en dormant que dans les autres moments. Son valet affirmait qu'une partie de mon corps était blanche, une autre jaune, ou du moins pas si blanche, et une autre enfin brune. J'avais pu jusque-là garder le secret de mes vêtements, voulant me distinguer le plus possible de la maudite race des Yahoos, mais il me sembla inutile de le maintenir désormais. D'ailleurs, mes vêtements et mes souliers commençaient à être fatigués.
Je me disais qu'il serait vite hors d'usage et que j'allais être obligé de m'en fabriquer d'autres en peau de Yahoo ou de toute autre bête, ce qui dévoilerait forcément mon secret. Je prévins donc mon maître que, dans le pays d'où je venais, les gens de mon espèce couvraient toujours leur corps avec le poil de certains animaux traités de façon spéciale, tant par pudeur que pour se garantir de toutes les rigueurs du climat, le froid comme la chaleur. J'étais prêt, pour ma part, à lui en fournir la preuve immédiate s'il en exprimait le désir. Je le priais seulement de m'excuser si je ne lui dévoilais pas les parties que la nature nous a enseigné à cacher. Il me dit que mes propos étaient tout à fait étranges, mais spécialement les derniers, car il ne comprenait pas pourquoi la nature nous enseignerait à cacher ce que la nature nous avait donné. Ni lui ni personne de sa famille n'éprouvait de la honte pour aucune partie de leur corps. Enfin, il me laissait faire comme je voulais. Sur quoi je commençai par déboutonner ma veste, je l'ôtai, je fis de même pour mon gilet. Je retirai mes chaussures, mes bas et ma culotte. Je rebattis le haut de ma chemise jusqu'à la taille et j'en relevai les pans pour m'en faire une sorte de ceinture et cacher ma nudité. Mon maître me regardait faire avec de grandes marques d'intérêt et d'émerveillement. Il saisit tous mes vêtements avec son pâturon, pièce par pièce, et les examina en détail. Puis il me tapota gentiment le corps et se mit à tourner autour de moi en me regardant. Après quoi il déclara que, sans discussion possible, j'étais un vrai Yahoo, mais que je me distinguais nettement des autres individus de mon espèce par la blancheur et la douceur de ma peau, par l'absence de poils sur certaines parties de mon corps, par la forme et la petitesse de mes griffes, aux pattes de devant comme aux pattes de derrière, et par cette manie de ne vouloir marcher que dressé sur 2 pieds. Il ne réclama pas d'en voir plus, et me permit de remettre mes vêtements, car j'étais en train de grelotter. Je lui dis combien il m'était pénible de l'entendre me donner si souvent le nom de Yahoo, cet odieux animal qui ne m'inspirait qu'aversion et mépris. Je le suppliai de renoncer à m'appliquer ce mot et d'imposer la même consigne à ceux qui vivaient sous son toit, de même qu'à ses amis lorsqu'il leur permettait de me voir. Je le priai également de conserver pour lui je le priai également de conserver pour lui seul le secret de cette enveloppe artificielle qu'avait mon corps, du moins pendant tout le temps que dureraient mes habits. Quant à son valet, le petit cheval de Baalzan, son honneur pourrait lui donner l'ordre de cacher ce qu'il avait découvert. Mon maître, très gracieusement, fit droit à toutes ses requêtes. Ainsi le secret de mes vêtements fut gardé, jusqu'au jour où ils tombèrent en loques et que je trouvai à les remplacer d'une façon que je raconterai plus tard. En attendant, il me demandait de faire tous mes efforts pour savoir vite la langue, car il était bien plus étonné de me voir doué de parole et de raison que par les côtés physiques de ma personne couverte ou non de vêtements. Il ajouta qu'il attendait avec impatience le moment où il pourrait ouïr les merveilles dont je lui avais promis le récit. Dès lors, il m'instruisit avec un zèle redoublé. Il me conduisait à toutes les réceptions et faisait en sorte qu'on m'y traitât avec civilité, car, comme il le confiait à ses relations, cela me mettait de bonne humeur et me rendait plus amusant. Tous les jours, quand j'étais dans sa compagnie, non seulement il se donnait la peine de me faire la classe, mais il me posait de nombreuses questions sur moi-même, et je répondais aussi bien que je pouvais. Je l'avais donc déjà renseigné dans les grandes lignes, mais de façon très imparfaite. Il serait fastidieux d'énumérer les étapes que je parcourus avant d'être capable de tenir une conversation dans les règles. Voici, en tout cas, le premier récit à peu près cohérent et relativement étoffé que je lui fis de mes aventures. J'étais parti d'un royaume très lointain, comme j'avais déjà tenté de le lui expliquer, avec une 50aine d'êtres de mon espèce. Nous avions traversé les mers dans un grand récipient creux fait en bois, et plus grand que la maison de son honneur. Je décrivis le navire en termes aussi adéquats que je pouvais, et, pour lui expliquer comment le vent le faisait avancer, je me servis d'un mouchoir déployé. Puis, je dis comment une querelle était née entre nous, et comment je fus déposé sur cette côte, d'où j'étais parti droit devant moi, sans savoir où j'allais, jusqu'à ce qu'il m'eût délivré de mes odieux agresseurs, les Yahoos. Il me demanda alors qui avait fabriqué le navire, et comment les Winim de mon pays pouvaient en confier la manœuvre à des bêtes. Je répondis que je n'osais poursuivre, s'il ne me donnait sa parole d'honneur de ne pas se fâcher, mais qu'ensuite je lui conterais les merveilles que je lui avais si souvent promises. Il y consentit, et je repris mon récit, affirmant que le navire avait été construit par des créatures comme moi, et que celles-ci, dans tous les pays où j'avais voyagé, aussi bien que dans le mien, étaient les seuls animaux doués d'autorité et de raison. Quand j'étais arrivé dans leur île, j'avais été aussi étonné de voir les Winim se comporter en êtres rationnels
que lui-même et ses amis de trouver quelques traces de raison dans une créature qu'il se plaisait à appeler Yahoo. Des Yahoo, certes, j'avais en tout point l'aspect extérieur, c'était indéniable. Mais je n'arrivais pas à m'expliquer leur dégénérescence, ni l'état bestial dans lequel ils vivaient. J'ajoutai que, si ma bonne fortune devait me ramener dans mon pays, pour que j'y raconte mes voyages, comme j'avais l'intention de le faire, tout le monde se mettrait à penser que je dis la chose qui n'est pas, que je tire une fable de ma propre cervelle. Je terminai en disant, avec tout le respect que je lui devais, à lui, à sa famille et à ses amis, et fort de la promesse qu'il m'avait faite de ne pas s'offenser, que mes compatriotes auraient beaucoup de mal à admettre qu'il pût exister une société où le Winim fut la créature prépondérante et le Yahoo une bête brute. Chapitre 4. Mon maître m'écoutait, mais je le voyais très mal à l'aise. Car émettre un doute, refuser de croire, est chose si peu connue dans ce pays que les habitants ne savent quelle attitude adopter en de pareilles circonstances. Et je me rappelle qu'au cours des nombreux entretiens que j'avais avec mon maître sur la nature de l'humanité dans les autres parties du monde, ayant l'occasion de parler de mensonges, de déformation de la vérité, j'eus toutes les peines du monde à lui faire saisir ce que je disais, bien qu'il eût d'habitude l'intelligence très vive. Car il raisonnait ainsi. La raison d'être de la parole, c'est de nous permettre de comprendre nos semblables et de recevoir des informations sur des faits. Or, si celui qui me parle dit la chose qui n'est pas, c'est la nature même du langage qu'il trahit. Car on ne peut dire alors que je le comprenne, au vrai sens du mot, ou que je reçoive une information, bien au contraire, puisqu'il me laisse dans un état pire que l'ignorance, et que je suis amené à croire qu'une chose est noire quand elle est blanche, ou qu'une autre est courte quand elle est longue. Voilà à quoi se réduisait pour lui la notion de mensonge, alors que la faculté de mentir est si largement connue et utilisée parmi les créatures humaines. Mais laissons là cette digression. Quand j'eus révélé à mon maître que dans mon pays, les Yahoo étaient les seuls êtres qui eussent des responsabilités politiques, ce qu'il m'avoua être incapable de concevoir, il me demanda si nous avions des Winim chez nous, et à quoi on les employait. Je lui ai répliqué que nous en avions un grand nombre, que pendant l'été ils paissaient dans les champs et que l'hiver on les gardait dans des maisons, où on les nourrissait de foin et d'avoine, et où des valets Yahoo étaient employés à lustrer leurs poils avec des brosses, à peigner leurs crinières, à curer leurs sabots, à leur porter leur nourriture et à leur préparer leur litière. Je vous comprends très bien, dit mon maître. Il est clair, après ce que vous avez dit, que, malgré toute la raison dont les Yahoo prétendent être doués, les Winim sont vos maîtres, et je souhaiterais de tout mon cœur que nos Yahoo fussent aussi dociles. Je priai son honneur de bien vouloir me dispenser de poursuivre plus loin, car j'étais certain que le récit qu'il attendait lui serait hautement désagréable. Mais il maintint son ordre. Je devais lui révéler le meilleur comme le pire. Je répondis que je lui obéirais. Je reconnus que, chez nous, les Winim, que nous appelons chevaux, étaient les plus nobles et les plus beaux animaux que nous possédions. Ils n'avaient pas leur pareil pour la force et la rapidité, et quand ils appartenaient à des personnes de qualité, qui voyageaient sur leur dos et les faisaient courir ou tirer leur carrosse, ils étaient traités avec beaucoup de bonté et de soin, tant qu'ils n'étaient pas malades ou ne s'abîmaient pas un membre. Mais dans ce cas, ils étaient vendus, et on leur faisait faire les pires corvées jusqu'à leur mort. Ensuite, on les dépouillait de leur peau, dont on tirait ce qu'on pouvait, et on abandonnait aux chiens et aux oiseaux de proie leurs carcasses. Mais les chevaux de race commune n'étaient pas si privilégiés, car ils avaient pour maître des fermiers, des charretiers et autres gens de basse condition, qui les faisaient travailler très durement et les nourrissaient fort mal. Je décrivis, aussi bien que je pouvais, notre façon de monter à cheval, la forme et l'emploi d'une bride, d'une selle, d'un éperon et d'une cravache, ainsi que d'un harnais et des roues. J'ajoutai que nous fixions des plaques de certaines substances dures appelées fer sous les pieds des chevaux, pour éviter que leurs sabots ne souffrissent sur les chemins pierreux que nous empruntions souvent. Mon maître, qui avait manifesté plusieurs fois une grande indignation, se demandait comment nous pouvions oser nous aventurer sur le dos d'un Winim, car il était sûr que le plus faible laquais de sa maison serait capable de jeter au sol le plus vigoureux des Yahoo, ou alors, en se couchant par terre et en se roulant sur le dos, de le broyer sous son poids. Je répliquai que nos chevaux étaient entraînés, dès l'âge de 2 ou 3 ans, à faire le genre de travail que nous attendions d'eux. Si l'un d'eux se révélait intolérablement vicieux, on l'employait comme bête de trait.
Tant qu'ils étaient jeunes, on les battait sévèrement à chaque écart de conduite. Les mâles, qu'on employait comme montures ordinaires ou comme bêtes d'attelage, étaient généralement castrés 2 ans environ après leur naissance. Ils perdaient ainsi beaucoup de leur fougue et devenaient plus dociles et plus doux. Tous étaient en vérité sensibles aux récompenses et aux punitions. Mais son honneur devait considérer qu'il n'avait pas la moindre trace de raison, exactement comme les Yahous dans son pays. Ce fut au prix d'une multitude de circonlocutions que je pus donner à mon maître une idée correcte de ce que je voulais lui dire. Leur langue, en effet, est assez pauvre en vocabulaire, car leurs besoins et leurs passions sont moins nombreux que les nôtres. Mais il m'est impossible de décrire la noble colère où je le mis, quand je lui parlais des traitements barbares que nous infligions à la race des Winim. Surtout lorsque je dépeignis la castration des chevaux et que j'expliquais son objet, qui était de les empêcher de perpétuer leur race et de les rendre plus serviles. Il me dit que si, par impossible, il existait un pays où seuls les Yahous seraient doués de raison, ceux-ci devaient fatalement commander aux autres animaux, car la raison finit toujours par l'emporter sur la force brutale. Mais quand il considérait la structure de notre corps, et en particulier du mien, il se disait qu'une créature de notre taille était la plus inapte du monde à faire usage de cette même raison dans les tâches quotidiennes de la vie. Il aimerait donc savoir si les êtres au milieu desquels je vivais me ressemblaient à moi, ou bien aux Yahous de son pays. Je lui affirmai que j'avais exactement la même allure que tous les individus de mon âge, mais que les sujets plus jeunes, de même que les femelles, étaient plus tendres et délicats. La peau de ces dernières était d'ordinaire aussi blanche que le lait. Il dit que, bien sûr, je me distinguais des autres Yahous, en ce que j'étais plus propre et moins contrefait. Mais pour ce qui était des avantages réels, ceux-ci étaient, à son avis, bien mieux partagés que moi. Mes ongles ne me servaient à rien, ni ceux des pieds de devant, ni ceux des pieds de derrière. Du reste, mes pieds de devant ne méritaient pas ce nom, puisqu'ils ne m'avaient jamais vu m'en servir pour marcher et qu'ils étaient trop délicats pour supporter le contact du sol. Je sortais généralement sans les couvrir et, d'ailleurs, l'enveloppe que je leur mettais parfois n'avait ni la forme ni la robustesse de celle que j'avais aux pieds de derrière. Je ne pouvais donc marcher avec sécurité, car dès que l'un de mes 2 pieds de derrière glissait, ma chute était inévitable. Il commença alors à critiquer les autres parties de mon corps. Ma figure qui était toute plate, mon nez qui était proéminent, mes yeux placés exactement de face, de sorte que je ne pouvais regarder de côté sans tourner la tête. De plus, j'étais incapable de manger sans porter un de mes pieds de devant à la bouche, et c'est à cause de cela, c'était pour répondre à cette nécessité, que la nature m'avait doté de tous ces joints. Il ne comprenait pas à quoi pouvaient servir ces 4 ou 5 divisions et interstices au bout de mes pattes de derrière, car celles-ci étaient trop tendres pour supporter le contact de pierres dures ou coupantes, et je devais les couvrir de la peau d'un autre animal. Mon corps avait besoin d'être défendu contre la chaleur et le froid, et j'étais obligé de lui mettre et de lui ôter chaque jour, au prix d'un travail long et ennuyeux, une enveloppe protectrice. Enfin, il avait observé que tous les animaux dans son pays éprouvaient pour les Yahous une horreur naturelle, les plus faibles les évitant, les plus forts les faisant fuir. De sorte que, même en nous supposant doués de raison, il ne voyait pas comment il nous était possible de vaincre cette antipathie que nous faisions naître naturellement chez toutes les créatures, ni par conséquent comment nous pourrions apprivoiser et mettre à notre service des animaux. Cependant, il ne voulait pas, disait-il, parler plus longtemps de ce sujet, car il désirait surtout connaître ma propre histoire. Dans quel pays étais-je né? Quel métier avais-je fait? Quels événements avais-je connus avant de venir dans leur île? Je l'assurai que mon plus cher désir était de le satisfaire en tout point, mais que je ne me croyais pas capable de me faire entendre sur un certain nombre de sujets qui étaient complètement étrangers à son honneur, car je n'avais rien vu dans l'île qui s'en rapprochât. Cependant, j'allais faire de mon mieux. Je tâcherais de m'exprimer à l'aide de comparaisons, et je lui demanderais humblement son assistance quand j'aurais besoin d'un terme précis. Il eut la bonté de me la promettre. Je suis né, lui dis-je alors, de parents honnêtes, dans une île appelée Angleterre, qui se trouve très loin de votre pays, à une distance telle que le plus fort des valets de votre honneur ne saurait la parcourir pendant toute la durée de la course annuelle du soleil. J'ai été formé au métier de médecin, qui consiste à soigner les plaies et les meurtrissures que font sur le corps les accidents ou la violence. Mon pays est gouverné par un homme femelle que nous appelons reine. Je le quittais parfois pour acquérir des richesses, grâce auxquelles je pouvais vivre et faire vivre ma famille à mon retour.
Lors de mon dernier voyage, j'étais le chef du navire et j'avais une cinquantaine de Yaous sous mes ordres. Mais un grand nombre de ceux-ci moururent en mer, et je fus obligé de les remplacer par d'autres que j'avais ramassés dans plusieurs pays. Notre navire fut 2 fois en péril de sombrer. La première fois au cours d'une grande tempête, la deuxième fois en donnant contre un récif. Là, mon maître m'interrompit. Comment avez-vous pu, demanda-t-il, persuader des inconnus venus de différents pays de s'aventurer avec vous, après les pertes que vous aviez subies et les hasards que vous aviez courus? Ces gens-là, répliquai-je, étaient des coureurs d'aventure, obligés de fuir le pays de leur naissance à cause de leur misère ou de leurs crimes. Certains avaient été ruinés par des procès, d'autres avaient dépensé tout leur avoir en beuverie, au jeu ou avec des femmes. D'autres encore avaient dû s'enfuir après une trahison, ou bien un meurtre, un vol, un empoisonnement, une attaque à main armée, un parjure, un faux, une affaire de fausse monnaie. Ou alors ils étaient coupables de viol ou de sodomie. Ils avaient trahi leur bannière ou bien passé à l'ennemi, et ils étaient pour la plupart des évadés de prison. Aucun, en tout cas, n'osait retourner dans son pays natal par crainte d'être pendu ou d'avoir à mourir de faim dans une geôle, et voilà pourquoi ils étaient forcés de trouver un moyen de vivre ailleurs. Mon maître voulut bien me faire de nombreuses remarques au cours de mon récit. Je me servais de multiples circonlocutions pour lui dépeindre les différents crimes qui avaient obligé la plupart de mes matelots à s'enfuir de leur pays. Mais ce ne fut pas sans plusieurs jours d'efforts que nos entretiens finirent par lui être compréhensibles. Il se trouvait absolument incapable de comprendre la raison et la nécessité de se livrer à ses vices. Pour l'éclairer, j'entrepris de lui donner une idée de ce qu'étaient l'ambition et la cupidité, et des terribles effets que pouvaient avoir la luxure, l'intempérance, la malveillance et l'envie. Je ne pouvais rendre ces notions qu'en citant des cas concrets ou en inventant des exemples. Quand il avait compris, il levait les yeux au ciel avec étonnement et indignation, comme quelqu'un dont l'imagination a reçu le choc d'une chose inouïe et insoupçonnée. Pouvoir, administration, guerre, loi, châtiment et 1000 autres termes n'avaient aucun équivalent dans leur langue, ce qui rendait presque insurmontable la difficulté de donner à mon maître une idée de ce que je voulais dire. Mais comme il avait une belle intelligence, développée en outre par la méditation et le goût des entretiens, il en arriva à acquérir une connaissance suffisante de ce qu'on peut attendre de la nature humaine dans ces parties du monde où nous vivons. Il me pria donc de lui donner plus de détails sur ce pays que nous appelons Europe, et spécialement sur ma propre Pardon, c'est dommage de se tromper sur la dernière phrase. Il me pria donc de lui donner plus de détails sur ce pays que nous appelons Europe, et spécialement sur ma propre patrie. Et c'est la fin du chapitre 4. Le résumé du chapitre 3 est le suivant. L'auteur veut savoir la langue du pays. Le Winim, son maître, l'aide à l'apprendre. Aperçu de cette langue, plusieurs Winim de la meilleure société ont la curiosité de venir voir l'auteur. Celui-ci fait à son maître un bref récit de son voyage. Et résumé du chapitre 4, les notions de vérité et de mensonge chez les Winim, les paroles de l'auteur désapprouvées par son maître. L'auteur parle plus en détail de lui-même et des indices et des incidents de son voyage. Et B, comment j'ai été en galère aujourd'hui, pardon. C'est vrai qu'on n'est pas le soir. Hop. Nous passons à l'outro du live, les amis. Pardon. Je sais qu'à une époque, on me reprochait de trop m'excuser. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir quand même bien galéré sur le live du jour. J'ai l'impression d'avoir pas mal bafouillé. C'était pas évident. Je pense que vraiment, c'est mon état de fatigue et la chaleur qui jouent. Ça rend la concentration très compliquée. Ça rend la prononciation très compliquée. Je pense que qualitativement, malheureusement, ce n'était pas mon meilleur live. Donc j'en suis désolé. J'espère quand même que vous avez globalement compris ce qui se passait dans ces chapitres. On sentait que tu persévérerais. Oui, je persévère toujours. En général,
j'abandonne pas quand même. Mais ouais, j'espère que ça a été compréhensible. Merci Nordum, c'est cool. Et puis, ma foi, je vais couper le live assez vite parce que j'avoue que je suis KO, je le sens de fou là. Je sens que je suis bien mort. J'ai envie de me reposer grave là. J'ai grave envie de me reposer. En tout cas, ces chapitres étaient vachement intéressants. Euh, Encore une fois, on part sur un délire très différent, assez perché, mais très intéressant. Je trouve malgré tout. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un schéma qui se répétait et que je m'en lassais pas forcément. Peut-être que je m'en lasse un peu malgré tout. Parce que quand même, on revient exactement sur les mêmes propos quelque part. C'est-à-dire que là, encore une fois, le truc de quelque part, donc son maître, comme ça a été dans un chapitre, enfin dans une partie différente, dans une partie précédente, le roi et ainsi de suite, qui lui demande comment ça se passe dans ces contrées et qui désapprouvent et qui comprennent pas, même si c'est à un autre niveau, c'est vrai que c'est quand même assez répétitif. Et surtout, je me suis dit que c'était très répétitif à, à l'échelle micro, pas forcément à l'échelle macro, pas forcément dans la structure de récit, mais plutôt là, dans le fait qu'il y a eu 2-3 pages d'affilée qui voulaient dire la même chose. Pendant 2-3 pages, littéralement, on nous répétait sans arrêt: je connaissais pas bien la langue. Heureusement, mon maître me donnait 2 à 3 heures par jour. Je connaissais pas bien la langue. Heureusement, mon maître invitait des gens avec qui je pouvais dialoguer et ça m'aidait à m'améliorer. Heureusement, heureusement qu'il y a eu ça. Oh, mais c'est vrai que je connaissais pas bien la langue. Mais heureusement, au bout de 5 mois... enfin voilà. Et là, j'étais en mode, bon, c'est bon, gros, on a compris. Accouche. Accouche, accouche. Je trouve pas que ce soit ce qui est le plus intéressant dans le récit, en plus. Euh, donc bon. C'est vrai que ça m'a un peu, pas saoulé non plus, mais impatienté. Euh, mais sinon, très intéressant. Forcément, ça pose la question de l'anthropomorphisme. Euh, Ça pourrait même, si on parle de termes plus modernes, ça pourrait même en soi poser la question du spécisme, entre guillemets. Euh, un peu, voilà, ce truc de l'homme, est-ce que c'est un animal au-dessus des autres? Est-ce que c'est un animal parmi les autres? Qu'est-ce qui fait qu'un animal est jugé une bête, et presque jugé bête tout court, plutôt que euh, potentiellement l'espèce qui domine les autres, qui en aurait une sorte de droit naturel. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. C'est toutes ces questions-là qui sont au centre de ces chapitres, j'ai l'impression. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve que c'est fait d'une d'une certaine manière euh, un peu quelque part par la curiosité, par, par l'expérience de penser et éprouver quelque part sa pensée à des idées un peu saugrenues. Voilà, là, l'idée d'un lieu où les chevals se comporteraient un peu à la manière des hommes et que les hommes seraient plutôt à se comporter comme à la manière des bêtes. Euh, et voilà, c'est une espèce d'expérience de pensée comme ça. Et je trouve ça intéressant comme manière de fonctionner. C'était intéressant que ce soit directement un animal l'interlocuteur pour parler de l'exploitation animalière. Mais oui, le maître, c'est le roi, quoi. J'imagine la gueule du roi si Gulliver lui avait parlé de 1789. Enfin, un animal non humain, quoi. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, c'est intéressant pour plein de choses. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ça pose la question de la relation entre hommes et animaux et animal. Mais ça pose aussi la question simplement de qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'homme? Parce que par exemple, on a aussi ce passage-là, qui est une chose qu'on entend souvent.
Ce passage-là qui est un peu, pour dire, bah, en fait, l'homme, ça a l'air d'être un animal vachement, vachement, pas adapté à la nature, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet animal, qui a des griffes qui servent à rien parce qu'elles sont trop nazes pour se défendre, qui a des pattes qui lui servent même pas à marcher, et ainsi de suite. Donc oui, ça pose vraiment, plusieurs questions, toutes liées les unes aux autres et toutes intéressant les unes indépendamment des autres. En France, on a castré le roi, mais de la tête. Ah bah, s'il avait dit ce genre de choses, oui, ce serait peut-être attirer des problèmes. Après, c'est ça aussi qui est marrant, on va dire. Encore une fois, c'est bon enfant quelque part, c'est que l'air de rien, ça lui est arrivé notamment dans le premier voyage beaucoup, mais l'air de rien, dans ses voyages, il se fait quand même peu d'ennemis, quoi. Il se fait plutôt des amis, il tombe plutôt sur des gens bienveillants. Là d'ailleurs, la race des Winim, ça aussi c'est intéressant. Je me demande si ça va être encore davantage exploré. La race des Winim n'a pas le concept de mensonge. Ils sont dans une sorte d'honnêteté globale, générale. Ils sont pas capables aussi de beaucoup parler de concepts abstraits, ils sont peut-être un peu plus concrets. Du coup, encore une fois, ça peut poser aussi la question de l'adaptabilité de l'homme à son environnement. Est-ce que l'homme ne part pas dans ses considérations spirituelles, je dis spirituelles au sens d'esprit du coup, enfin voilà. Euh, Est-ce que l'homme part pas dans sa tête et finalement, comment dire, ne se rend pas la vie plus compliquée, plus pénible euh, à être dans des considérations qui soient pas concrètes, qui soient pas bah, j'ai faim, je mange, euh, la parole sert à communiquer, donc je communique, je m'amuse pas à dire des fausses vérités, etc., etc. Donc ouais, c'est assez intéressant tous ces questionnements que ça peut soulever. C'est très tranquille, sinon il se serait fait démarrer jour 1 du voyage. Ben, en vrai de vrai, je pense que si on transpose un peu ce qui se passe dans une situation réelle, je pense que une issue violente, belliqueuse, compliquée, est malheureusement plus probable qu'une issue tranquille, à essayer de se comprendre et ainsi de suite. Je crois. Je crois. J'espère pas, mais malheureusement, je crois. Bref, sur ce, je vais mettre fin à ce live parce que j'ai vraiment du mal à me concentrer, à parler. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Nous lirons le chapitre 5 de la 4e partie, le voyage chez les Winim, lors du prochain live qui aura peut-être lieu dimanche, peut-être la semaine prochaine. Je vous tiens au courant sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord. Je vous ping à chaque fois que je vais en live. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti. D'ailleurs, petit message, ça m'a fait vraiment mal au cœur, ça m'a vraiment déprimé de fou. J'ai eu un retour sur Discord comme quoi le son de mes vidéos YouTube était très faible et que du coup c'était pas agréable parce que la personne avait des écouteurs et d'un seul coup il y avait une pub YouTube qui se lançait et qui lui éclatait les oreilles. J'ai regardé si c'était un problème spécifique à la vidéo dont il me parlait et en fait je me rends compte que c'est toute ma chaîne qui est comme ça. Moi j'ai pas les pubs habituellement donc je suis allé en navigation privée pour écouter et tout. Et j'ai trouvé ça en effet très très puissant, le son des pubs par rapport au son de la vidéo. Et du coup, ça m'a vraiment déprimé en fait. Ça m'a vraiment déprimé parce que je me suis dit, putain, ça fait des années et des années et des années que je live et que mon son est trop faible, entre guillemets. Peut-être que ça fait des années que j'ampute mon propre travail, entre guillemets, quoi.
que j'aurais pu faire un truc, plus qualitatif et que je l'ai pas fait, que peut-être des gens sont tombés sur mes vidéos, se sont dit: «Ah bah, c'est inaudible, j'entends rien» et se sont cassés et du coup, j'étais vraiment déprimé et après, on a eu une discussion et apparemment, un truc qui se passe aussi en ce moment, c'est que ça serait un problème nouveau, si je peux dire, en cela que j'ai toujours su que mes vidéos avaient un son relativement faible, mais normalement quand même audible, et cetera. Par contre, a priori, depuis peu de temps, vraisemblablement YouTube aurait boosté le son des pubs comme des porcs et du coup les sons des pubs deviennent hyper violents, par rapport au son, de ma voix. Ce qui est un peu problématique, hem, donc je réfléchis à ce que je vais faire. Je me suis dit que déjà sur la lecture de Gulliver, j'allais rien changer parce que sinon ça serait super bizarre, d'avoir pas le même son sur toute la lecture et cetera, bref. Et puis parce que j'ai pas envie de m'embêter avec des réglages techniques maintenant en plein milieu, surtout si j'y arrive pas et qu'après ça fait que la fin de la lecture elle est dégueulasse par exemple. Donc jusqu'à la fin des Voyages de Gulliver, je vais rester sur ce setup. Par contre, peut-être que je vais tenter de booster un petit peu le volume, de mes lives et de mes rediffs à l'issue de ces lives sur les Voyages de Gulliver. On va voir. Au final, au terme de notre conversation sur Discord, la conclusion était plutôt: «Malheureusement, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à YouTube qui a augmenté le son des pubs. Ne change rien si ça fout le bordel et tant pis». Mais c'est vrai que moi, ça m'embête quand même qu'il y ait cette différence de son entre pub et vidéo qui peut, complètement, péter les tympans, je le comprends bien. Et je pourrais pas le modifier via le montage YouTube intégré parce que le montage YouTube, enfin, ce qui permet de faire du montage sur YouTube est nul à chier. Et je sais même pas s'il y a cette option d'augmenter le son. Je sais pas du tout, mais je pense que ce serait pas très propre dans tous les cas parce que c'est assez limité ce qu'on peut faire dans le montage YouTube intégré. Donc voilà, je vais réfléchir à la question, je vous tiendrai au courant et puis ça sera tout. En fait, le truc qui m'embête, c'est que je sais d'avance que si j'augmente, en fait, c'est ça, c'est que je sais pas comment je vais faire. Parce que avec les connaissances que j'ai, je pense que si j'arrive à augmenter le volume de ma voix, ça va aussi potentiellement dégrader le son. Par exemple, là, logiquement, quand je me tais, vous avez un silence hyper propre. Normalement, là, quand je me tais, il y a vraiment un silence complet. Et même sans que je le marque volontairement. Normalement, dans mon parler naturel, quand je fais une pause, une petite pause entre deux mots, et ben normalement, quand je reprends ma respiration comme je viens de le faire, normalement, vous avez un silence complet ou quasi complet. Euh, donc voilà, normalement, c'est clean. Normalement, c'est très clean, j'avais vraiment fait gaffe à ça. Avec la méthode que j'ai en tête pour éventuellement augmenter le volume, je pense que ça viendrait ajouter une couche de bruit de fond. Et ça me gonfle. Un espèce de souffle constant. Et ça me gonfle. Je trouve ça pas propre du tout. Est-ce que si je le fais un tout petit peu, ça en viendra à être inaudible et du coup c'est ok? À voir. On fera des tests, mais ça sera après les voyages de Gulliver. Voili, voilou. Merci à ceux qui sont passés. Merci Nordum, merci Zikael. Encore merci pour ton 65e mois de sub. C'est dingo. Yes, ça va saturer, faudra tâter l'option compression, ça augmente le volume normal tout en laissant les silences en silence, c'est ce qui est utilisé en radio. Bah oui, voilà. En fait, moi je pensais monter le gain, sauf que si je fais que monter le gain, ça va faire un bruit de fond. Donc du coup, je vais sûrement devoir utiliser de la compression. Sauf que du coup, ça va modifier ma voix. Bref. En fait, c'est ça le truc, c'est que dès que tu joues sur un paramètre, ça change tous les autres quelque part. Et comme je n'aime pas beaucoup faire des réglages techniques et que j'avais déjà pris un temps monstre à faire mes réglages techniques son lorsque j'avais eu mon nouveau micro, je vous mens pas que ça me giga méga saoule de devoir les changer. On verra ce que je fais.
Encore merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Peut-être à dimanche. On est jeudi? Ouais. Donc, ouais, vendredi, samedi, je suis certain qu'il y aura pas de live. Peut-être à dimanche, même si c'est pas certain. Et dans tous les cas, à bientôt. On est bientôt au bout des voyages de Gulliver. On y croit. Je file à la librairie pour essayer de trouver Bartleby. Des bisous. Bye bye. Et... tchou!